Donc deuxième dossier de cette conférence numéro 2 de pneumologie, de DCEM3 bien sûr. Une femme de 36 ans hospitalisée pour une altération d'état général importante, 6 kg en 2 mois pour l'amaigrissement. On la connaît pour une petite BPCO post-tabagique, stade 1 de Gold, avec un VEMS à 75%, stade 2 d'ailleurs de Gold, à 75% de la valeur théorique, avec déjà un peu de dépendance en oxygène, une maladie de Barlow et 38,9 de température. Elle boit, elle est très maigre, elle doit avoir un BMI largement en dessous de 20 tel qu'on le voit là présenté, 22 de fréquence respiratoire, 88 de pouls, une hémodynamique qui paraît conservée, donc pas de sepsis a priori menaçant, hein. Elle est un peu polypnéique mais compte tenu de son insuffisance respiratoire, rien de très choquant, pas de défaillance hémodynamique je vous l'ai dit, et puis un souffle d'insuffisance mitrale connu. Moi je vois déjà ça, hein, le premier diagnostic qui me vient, c'est endocardite. Non, vraiment, là je me demande si la dame n'a pas une endocardite. Alors, on dispose d'une radiographie de thorax, interprétez-la. La voilà, notre radiographie de thorax. Donc, on a un thorax de face avec un petit peu d'aplatissement des coupoles, c'est ce qui me choque le plus. Tout petit émoussement du cul-de-sac pleural, une certaine degré d'horizontalisation des côtes. Ah, et là, clairement, il y a un nodule, hein. Il semble y avoir un nodule que vous devriez voir, peut-être excavé, axillaire, droit dans le lobe sup. Pas d'anomalie pleurale patente, un contour médiastinal avec une crosse de l'aorte qui est bien, un HIL qui est satisfaisant, pas élargi, une petite courbure, un bord droit qui est satisfaisant, une trachée qui est en place. Donc globalement, moi je dirais qu'il y a une opacité excavée du lobe supérieur droit, sans autres anomalies majeures, en dehors de la distension que je vous ai décrite. Donc une opacité excavée du lobe supérieur droit, une opacité alvéolaire non systématisée du lobe inférieur droit ou du lobe moyen. J'avoue que je ne l'avais pas vu. Oui, c'est vrai que là il y a peut-être un petit trouble de ventilation ici. Je suis très près de la radio, donc c'est pas toujours facile. Effectivement, c'est discutable comme diagnostic. Une distension thoracique, une hyperclarté du parenchyme avec un peu d'emphysème, ça colle bien. Pas d'anomalie pleurale, pas d'anomalie médiastinale. Donc toujours le même plan de réponse, les réponses anormales, puis tout ce qui est normal pour essayer de prendre un maximum de points. Je vous rappelle aussi un point anatomique important qui est que là c'est l'avant, là c'est l'arrière sur un profil en radiothorax. Tout ça c'est le lobe inférieur, hein, et tout ça c'est le lobe supérieur. C'est très important. Le repère fondamental, c'est la scissure. Et donc, sur un scanner, hein, si on regarde, par exemple, le poumon gauche, là, on aurait du lobe sup. Là, on a du lobe inf. Et là, on a du lobe sup. Et vous voyez bien qu'il y a une partie du lobe supérieur, du lobe inférieur, qui est au même niveau ici. Ce qu'on appelle le segment apical. C'est un segment assez typique de lésions tuberculeuses. Après ce petit rappel anatomique, la question d'après, ça rame un peu aujourd'hui. Alors, avant la question d'après, je voulais vous montrer donc des opacités, un peu de radiologie. Donc une très belle opacité excavée avec un épaississement de l'excavation dans le lobe supérieur gauche. Et ici, vous avez ce qui vous fait fantasmer et que vous voyez quasiment jamais, c'est-à-dire un aspect d'infiltration un peu diffuse du thorax avec des micronodules de partout répartis de façon homogène en petits pointillés d'ici de là. Donc clairement c'est un aspect de miliaire tuberculeuse. Vous en voyez jamais, mais je voulais absolument vous en montrer un. Et donc voilà, on voit bien qu'on a des micronodules, on fait un peu de sémiologie radiologique, répartis de façon diffuse et homogène. Il y en a sous la plèvre, il y en a le long des axes, de façon très homogène. C'est vraiment une miliaire au sens miliaire tuberculeuse du terme. Et donc notre scissure dont je vous parlais tout à l'heure, avec le lobe sup ici et le lobe inf ici. Voilà, donc un peu d'anatomie, un peu de radiologie, ça fait jamais de mal pour pouvoir avancer. Sur la seule information que vous avez là,
émettez 3 hypothèses. Donc, je vous avais parlé d'endocardite. Je pense qu'il y a un nodule excavé chez une patiente tabagique fumeuse. On ne peut pas ne pas parler de cancer bronchopulmonaire. Et évidemment, il y a une altération d'état général avec un trou dans le parenchyme pulmonaire. Même si le cancer tient la corde, il faut évoquer la tuberculose, d'autant plus qu'elle décrit des sueurs et qu'il est rare que les cancers bronchopulmonaires se présentent avec ce genre de symptômes. Ce n'est pas des lymphomes, hein. On est sur une pathologie qui ressemble, d'autant plus qu'elle est fébrile, quand même clairement à une tuberculose. C'est la principale hypothèse. Alors, quel est le bilan biologique? Donc là, il faut quand même garder une certaine logique, hein. On dit BK, on dit cancer, on dit endocardite. Il y a des fondamentaux de chaque maladie qui doivent clairement ressortir. Si vous dites endocardite, vous dites hémoculture. Il faut probablement parler à un moment au moins d'une ETT, plus ou moins d'une ETO, hein. Si vous dites cancer, il va falloir peut-être discuter une fibro, mais attention, elle viendra peut-être seulement si les barres crachats sont négatifs. Si on parle de BK, on parle de barres, on parle de VIH et on parle de bilan hépatique. C'est pas possible, hein. Donc globalement, ce que vous devez comprendre, c'est que ça, c'est 80% des points qui se retrouveront chez tous les correcteurs. Après, d'une correction à l'autre, vous auriez des variations, mais je pense que tout le monde mettrait ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé 3 hémocultures à la recherche de l'endocardite, ouf, 3 barres crachats, une sérologie VIH, c'est fondamental dans le cadre du BK, un bilan hépatique, un bilan sérologique des hépatites virales. La BU, c'est éventuellement pour dépister une leucocyturie aseptique, c'est au minimum. Ensuite, un bilan inflammatoire pas coté, parce que ça ne fera pas vraiment la différence. Une urine créate, ça peut être intéressant dans le cadre d'un scanner qu'on injecterait pour voir un médiastin, des adénopathies. Ça peut être intéressant pour prescrire un traitement antituberculeux. Des transaminases, c'est fondamentaux. Les facteurs rhumatoïdes peuvent être positifs dans les endocardites, c'est pas dingue de les prescrire. Quant à l'électrophorèse des protéines sanguins, elle donnera une albuminémie, une dilemme à nutrition, une aide de l'immunité du patient, éventuellement avec ces pics. Ces pics ou ces déficits en immunoglobuline, et bien sûr une NUM, hein, à la recherche d'une lymphopénie ou d'une hyperlymphocytose dans le cadre d'une tuberculose. Vous voyez, c'est des examens essentiellement biologiques, il n'y a pas d'imagerie. S'il y avait des examens d'imagerie fondamentaux chez cette patiente, il y en aurait 2, c'est l'échographie transthoracique suivie d'une ETO et un scanner thoracique. L'ensemble des examens microbiologiques reste négatif. L'échographie cardiaque, vous voyez, on en parle, elle vient est inchangé par rapport à la référence. Autrement dit, sa maladie de Barlow n'a pas bougé. Il n'y a pas d'hémoculture. Là, ce qui vous est dit, ce que vous devez interpréter, c'est qu'il n'y a pas d'endocardite. Il n'y a pas de critères majeurs d'endocardite. Donc, ce n'est pas une endocardite. Que proposez-vous? Et bien, finalement, on est sur la stratégie diagnostique du BK principalement, éventuellement d'un cancer. On a 3 barres crachats qui sont négatifs. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et à ce moment-là, le bon examen, c'est l'endoscopie bronchique parce qu'elle va permettre 3 types de prélèvements. D'abord, une aspiration bronchique simple qui va permettre de rechercher à nouveau du BK. Hein, clairement, quand on lit le CEP sur tuberculose, ce qu'ils veulent, c'est que vous multipliez, c'est comme ça que c'est écrit, hein, les prélèvements. Donc le nombre, 3 barres crachats, puis une fibro, puis à nouveau 3 barres crachats. Le fait de multiplier les prélèvements, c'est quelque chose qui rapportera des points, à mon avis, quand on voit la logique d'enseignement de la question. Ensuite, on peut faire un lavage broncho-alvéolaire, toujours pour du BK, pour une analyse cytologique. Est-ce qu'il y a des cellules malignes, hein, pour un bronchiolo-alvéolaire, par exemple. Puis une culture bactérienne standard, parce qu'elle a le droit d'avoir aussi un petit abcès pulmonaire, même si ça paraît pas probable, moins probable. Des biopsies de la muqueuse bronchique, il y a une suspicion de cancer. Hein. Si on pouvait le montrer, c'est avec ce genre d'examen qu'on peut y arriver. Et puis l'autre chose, c'est envoyer cette biopsie, évidemment en anapathe, parce qu'on peut avoir un diagnostic de BK pour l'anapathe. Hein. Le BK, le diagnostic se fait de 2 façons. Soit on voit des barres à l'examen direct ou en culture, soit on a l'anapathe. Donc là, le message indirect, c'est l'IDR ne sert à rien dans le diagnostic de tuberculose. Ce qui fait diagnostic, c'est de l'anapathe ou du BK. L'IDR, 0 point, c'est sûr. Et donc, j'en étais où? Les biopsies de la muqueuse bronchique, et donc les biopsies à la recherche de BK en anapathe, mais bien évidemment en milieu de culture spécifique. Et après la fibro, il faut répéter les barres crachats. Vous voyez, moi j'avais marqué dans mon corrigé, répéter. Dans le CEP, c'est multiplier. Voilà, c'est un message clé. Quand vous avez une suspicion de tuberculose, vous isolez le patient. On y reviendra plus tard. On ne peut pas tout faire en un dossier, mais vous isolez le patient et vous multipliez les crachats. Vous multipliez les prélèvements. 3 barres, une fibro, puis 3 barres. C'est ce que j'essaye de vous résumer sur l'iconographie d'après, en vous montrant le schéma qui est issu du KB. Vous faites 3 BK crachats 3 jours de suite, et c'est des BK crachats, sauf éventuellement, chez des patients chez qui
on ne peut pas avoir de crachat, c'est-à-dire les enfants, les sujets âgés. À ce moment-là, le bar crachat peut être remplacé par le BK tubage ou le bar tubage. Il n'y a pas de raison de faire des BK puis des bars. C'est des BK ou des bars tubage, si exception. Et si c'est positif, bah, stop, hein, le diagnostic est retenu. Si c'est négatif, à ce moment-là, vient la place de la fibro avec le LBA, l'aspiration, les biopsies. J'insiste sur les biopsies, sur le diagnostic anatomopathologique de tuberculose. Hein. C'est positif, on s'arrête. C'est négatif, on refait cette deuxième série de BK crachat et on est bien dans cette idée de répéter les examens, Vraiment, c'est un message clé par rapport à ce que le collège d'enseignants de pneumologie vient d'écrire. Alors, le LBA retrouve 325 000 éléments, 3% de cellules infectées et un coccygramme plus en diplocoque au direct. Le bar est négatif. Que proposez-vous? Donc là, il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Hein. Vous avez un prélèvement respiratoire noble qui vous montre une alvéolite. Hein, c'est ça qui a écrit, hein, qu'il faut traduire. Donc, il y a vraiment une inflammation du poumon avec des cellules infectées. Alors, vous n'avez pas la formule, mais on espérait qu'elle est à PNN. Et puis surtout, vous avez à l'examen direct un pathogène qui s'appelle un pneumocoque. Hein. Vous avez le premier germe des pneumonies. Alors, il y a peut-être une pneumonie à pneumocoque FCD ou une pneumonie à pneumocoque sur un cancer du poumon, mais vous ne pouvez pas en faire complètement fi. Donc je vous ai mis, pour ceux qui n'ont jamais vu ce qu'était un coccygramme plus, et ben c'est ça, hein, c'est ce que vous voyez là. C'est en diplocoque, c'est parce qu'ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Hein. Alors quand ils sont en chaînette, c'est des chaînes plus longues, ça c'est plutôt d'autres streptocoques. Alors quand ils sont en amas, c'est plutôt des staphylocoques. Là, on est d'accord que c'est des cellules, hein, c'est des éléments. C'est pas du tout des bactéries. Donc, il faut le traiter. Le traitement de référence, c'est l'amoxicilline. 1 gramme 3 fois par jour. Durée de traitement, 7 jours maximum, pas plus. D'accord? Si jamais on vous dit le pneumocoque est de sensibilité diminuée à la pénicilline, vous proposez d'augmenter l'amoxicilline à 6 grammes par 24 heures, répartie en 3 prises, en cas de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. Aucune indication à mettre de l'augmentin, de l'amoxiclave. Le mécanisme ici n'est pas un mécanisme enzymatique, mais un mécanisme de modification de la PLP, donc de diminution de la sensibilité. Ce n'est pas enzymatique, aucun intérêt à l'amoxicilline. Et donc, on avance, on fait le scanner, donc je vous avais dit, on fait de la microbiologie, vous avez parlé d'une écho, on vous dit qu'il y a un négatif, qu'il n'y a pas d'endocardite, puis vous avez dit, faut faire un scanner. C'est un bilan aussi de nodules pulmonaires excavé chez quelqu'un de tabagique avec une petite BPCO. Donc vous avez un scanner, donc déjà première chose à faire, c'est reconnaître le fenêtrage. Vous voyez le parenchyme, c'est une fenêtre parenchymateuse. Il est impossible de dire s'il est injecté. A priori, il l'est parce qu'on voit quand même bien les vaisseaux. Et sur cette fenêtre parenchymateuse, vous voyez la trachée ici, l'ésophage ici, la crosse de l'aorte qui va faire ça, tac, la veine cave supérieure, et puis ici, une opacité excavée dans le lobe supérieur droit. Il n'y a pas de doute, on est dans le lobe supérieur droit, on ne voit même pas la scissure, donc c'est qu'on est dans le lobe supérieur droit, compte tenu du fait qu'on est assez haut au niveau de la crosse de l'aorte. Donc, fenêtre parenchymateuse, masse, petite notion radiologique, 7, 30. Micronodule, nodule, masse. On parle évidemment en millimètres. Opacité excavée, masse du lobe supérieur droit, avec quelques lésions d'emphysème. J'étais un petit peu pris et c'est vrai que comme je suis toujours prêt, c'est plus difficile à la conf, il y a effectivement une raréfaction du parenchyme pulmonaire et des lésions d'emphysème un peu diffuses, hein, ce qui va corréler bien avec la radio de thorax qu'on avait au début, où elle était très distendue avec les coupoles aplaties et des opacités, des éclairtés de deux apex. Moyennant quoi, on retrouve du bar, hein. On a le diagnostic positif de tuberculose. Hein. On est sauvé. Le diagnostic positif, il est fait, puisqu'on a du bar. Je vous rappelle que l'autre façon de le faire, c'est l'anapathe. J'insiste, hein, parce que vous apprenez sans prendre de recul, et moi, mon but, c'est que vous ayez du recul. Il y a deux options pour faire le diagnostic de tuberculose. Le bar positif ou l'anapathe spécifique. Et donc là, on en est là. Quel traitement mettez-vous en route? Donc là, c'est vraiment la question groupetto du concours. Tout le monde doit prendre des points. Ça, c'est pour la forme, c'est pour vous montrer la gueule qu'a un bacille de Koch en
en DZIL, et c'est pour vous rappeler que ça c'est un DZIL, même si la coloration ressemble à celle que vous avez vue tout à l'heure, ce n'est pas une coloration de grammes, c'est un DZIL. Et donc je vous rappelle que le traitement de la tuberculose, c'est une quadrithérapie antituberculose pendant 6 mois qui va en associer 4, ce que j'appelle HRZE. H c'est pour isoniazide, R c'est pour rifampicine, P c'est pour pyrazinamide, E c'est pour éthambutol. C'est un programme qui court sur 6 mois pour les 2 premiers, H et R, et sur 2 mois pour les 2 autres, Z et E. Et au bout de 2 mois, ça s'arrête. 1, 2, et on regarde les autres de 2 à 6. C'est vraiment un bon basique. 2 HRZE, c'est ce qu'on a là, plus 4 HR, les autres pendant 4 mois. Donc ce qui est fondamental, c'est de comprendre que ce traitement-là, c'est un traitement sur lequel il va falloir développer du blabla pour prendre un maximum de points, être un maximum rapide et avoir bien anticipé la question sur l'éducation. Et donc il faut dire que ça se prend en prise unique, le matin, à jeun, qu'il faut avoir expliqué au patient la durée de traitement, expliquer au patient qu'il va y avoir des effets secondaires prévisibles, comme la coloration orange des urines, la coloration orange des larmes, vérifier les interactions médicamenteuses. Donc très important l'aspect éducatif et évidemment la surveillance de la tolérance et de l'observance, et je dirais même plus des effets secondaires, pour ce qui est de la tolérance. C'est vraiment un plan. Il peut vous paraître scolaire, mais ce plan-là, il faut que vous le maîtrisiez par cœur. Je dis quelle quadrithérapie j'ai, je dis sa durée, je dis comment j'éduque et je dis ce que je surveille. Et dans ma surveillance, j'ai cette idée d'efficacité, d'observance, de tolérance, d'interaction médicamenteuse, parce que c'est toujours ça un dossier de tuberculose, c'est toujours un dossier où il va y avoir un effet secondaire, où il va y avoir une interaction médicamenteuse, ça ne doit pas vous surprendre. S'il vous plaît, ça ne doit pas vous surprendre. Bon, donc un grand standard, la quadrithérapie antituberculeuse, et je reviendrai dessus à la dernière question. Quelles autres mesures sont nécessaires? Donc là, il y a 4 mesures phares. Il y a maintien de l'isolement respiratoire, donc vous voyez bien que j'ai mis maintien. Jusqu'à présent, j'en avais pas parlé. Isolement respiratoire est coté ici, mais on pourrait, dans la stratégie diagnostique, quelle est votre stratégie diagnostique? J'isole le patient. Dès qu'on a une suspicion de tuberculose, on isole le patient. Donc ça pourrait être coté dans la stratégie diagnostique. Et un des messages clés, c'est des mots fondamentaux comme ça dans des questions. Vous les mettez à plusieurs endroits. Donc on maintient l'isolement respiratoire. On la déclare. C'est une maladie à déclaration obligatoire. On estime qu'elles sont de l'ordre de 50 à 60%. Donc globalement, ils vont vous détruire si vous ne déclarez pas. Ils ont raison. Il faut dépister les sujets contacts, on va y revenir, c'est très important. Je vous rappelle que l'isolement respiratoire, c'est parce que c'est une maladie à transmission interhumaine directe, et c'est pour ça qu'il faut isoler les gens. C'est pour limiter la propagation de la maladie, et une prise en charge à 100%. Et ça fait partie des quelques mesures qui augmentent la compliance. Le patient, il ne paye pas son traitement, donc ça va le faire. Et donc, globalement, un tuberculeux, c'est quelqu'un qui a reçu la maladie et qui l'a potentiellement disséminée. Et donc, il faut toujours se préoccuper de l'isoler, de le traiter, de savoir où il l'a donné, où il l'a reçu, et éventuellement à qui il l'a donné. Et pour ça, l'ADO, la DAS, ça aide beaucoup. Voilà, un schéma clé qu'il faut comprendre et qui peut aider à se retrouver si on est perdu. C'est vraiment une question pas difficile, là. Il faut tout fracasser. Alors, de quoi parle-t-on après? Que dépistez-vous et comment faites-vous chez le conjoint de la patiente? Eh bien, ce qu'on dépiste, elle, ce qu'elle a, notre patiente, notre femme là, de 38 ans avec son emphysème, c'est une tuberculose pulmonaire dite maladie. On a du BK, on a de l'anapathe chez quelqu'un de symptomatique. Et c'est l'évolution de la rencontre entre elle et le BK, et le BK qui se développe de façon chronique. Mais si on était arrivé là, peut-être qu'on l'aurait eu au stade de tuberculo-infectiose latente, qui a une définition extrêmement précise. C'est positivité isolée de l'IDR, donc pas de symptômes, radio normale. Mais bon, je vous demande comment on le dépiste, mais quand tu as dit ça, tu as dit comment on le dépiste. Tu dis, je l'examine, et je l'interroge, c'est de la clinique. Je fais une radio de thorax, et avant je disais je faisais une DR, et maintenant qu'il y a des recommandations HAS, je dis je cherche la positivité d'un marqueur d'immunité spécifique contre BK.
Et ce marqueur d'immunité, c'est historiquement l'IDR et de plus en plus le quantiferon. Donc ce que vous devez comprendre avec le quantiferon, c'est que c'est un outil qui coûte cher, c'est un outil assez spécifique puisque c'est la production d'interférons par les lymphocytes et la stimulation spécifique de BK. Mais c'est un examen qui coûte cher et donc dont ils veulent restreindre les prescriptions. Donc ça fera 0 point dans le diagnostic, voire des points négatifs. C'est un examen coûteux. Donc voilà, vous prendrez le maximum de points pour IDR et quantiferon, c'est quand vous en parlerez ici, au dépistage de l'infection tuberculeuse latente. Parce que le message est clair. La différence entre une tuberculose maladie, une tuberculose infection latente. Je vous passe le traitement pour ne pas vous embrouiller. Il y a des très bons bouquins qui vous expliquent ça. On verra peut-être ça l'année prochaine. Votre traitement était le même si elle avait été enceinte. Et bien là, la réponse est oui. Donc je pense que ça en surprend quelques-uns. Parce que c'est vrai que si on ouvre le Vidal, la rifampicine est contre-indiquée. Mais si on regarde ce qui est écrit dans le Collège des enseignants de pneumologie, il dit qu'il n'y a aucune raison intellectuelle de ne pas prescrire de pyrazinamide chez la femme enceinte et de lui faire un protocole comme on le connaît de quadrithérapie en 6 mois. Donc clairement, c'est ce qui est enseigné aujourd'hui. Je crois que s'il posait la question au concours demain, eh ben, on aurait un 50-50 et que s'il la pose dans 2 ans, on aurait 70 à 80% des étudiants qui diraient « Bah oui, on peut prescrire une quadrithérapie ». Si jamais vous avez un doute, vous dites que vous ouvrez le Vidal et qu'en cas de contre-indication, vous ne le prescrivez pas. On ne peut pas vous opposer ça et vous retirer des points. Mais cette question-là est délicate. Mais il faut que vous le sachiez. Parce qu'il y a un consensus des pneumologues français, des enseignants, pour dire oui, on donne du pyrazinamide à la femme enceinte. Vous allez à Londres, les femmes enceintes ont du pyrazinamide. Vous allez à New York ou à Boston, elles ont du pyrazinamide. Il n'y a aucune donnée de phétopathologie de toxicité. Voilà, l'autre protocole possible si vous ne faites pas de pyrazinamide, c'est 3 mois d'isoniazide, rifampicine et thambutol, plus 6 mois d'isoniazide, rifampicine, ce que j'appelle le 9-HRE. Qu'est-ce qu'on a d'autre après, mes petits loulous, sur le dossier de tuberculose? Je crois qu'on a une question sur la culture du BK qui vous dit, bah voilà, on fait le diagnostic à J0, on fait une culture rapide en milieu cellulaire et à J22, vous récupérez un BK multisensible. Quelle incidence ça a sur votre prise en charge? Et bah, cette question-là, elle est hyper tombable et elle est très simple. Elle est de vous dire, est-ce que vous avez compris que la sensibilité de BK, c'est un problème sensible, passez-moi le jeu de mots, aujourd'hui en Europe de l'Est, et que justement la proximité d'un foyer de résistance primaire, le mot est lâché, donc la définition est à connaître, c'est l'Europe de l'Est et les frontières de la France, et donc que ces résistances primaires justifient de faire H, R, Z plus E. Parce que moi, ce que j'apprenais avant, c'était 6 mois de quadrithérapie, isoniazide rifan, pyrazinamide pendant 2 mois, puis 4 mois isoniazide rifan. Et on disait, ceux qui sont à risque de résistance, les VIH, les acquis en zone d'endémie, et les gens qui ont déjà été traités, à ce moment-là, on rajoute de l'éthambutol. Aujourd'hui, la démarche, elle est inverse. On met de l'éthambutol à tout le monde, parce que les résistances primaires, elles sont proches de la frange. Et si, à l'inverse, on récupère quelque chose de sensible, on peut attendre de vous de dire, eh ben, je retire un antituberculeux. D'autant plus que c'est toxique. Antituberculeux égale toxicité égale interaction. Je crois que cette question-là est tombable. Je vous ai mis enfin en sus le tableau de surveillance. Donc ça, bah, vous me l'apprenez par cœur, parce que c'est tombable, vous le récitez. Et donc, intéressant, transaminase J15, M1, M2, M3. Pourquoi je vous le montre ça? Parce que ça veut dire que si vous avez un effet secondaire et une toxicité hépatique, ça sera dans les 2 premiers mois. Si vous avez un truc au 4e mois, au 6e mois, c'est plus une hépatite. Hein, c'est pas impossible, mais c'est moins probable. L'hépatite, ça va être à l'initiation du traitement. Peut-être que là, vous aurez, je sais pas, une néphropathie à la Rifan. Vous aurez peut-être une neuropathie à l'INH, une NORB ou une toxicité de l'éthambutol. J'en sais rien. D'accord? L'autre message, il est de vous dire les effets secondaires, les interactions. N'oubliez pas les interactions. Screenez tous les médicaments. À partir du moment où vous prescrivez une quadrithérapie, vous screenez tous les médicaments. On a fini. Énorme chapitre, mais chapitre extrêmement drivé, extrêmement clair, des questions qui sont tout le temps les mêmes. Donc pas de surprise sur un dossier de tuberculose. Petit 1, c'est une maladie chronique sur plusieurs semaines, avec un terrain particulier qu'il faut savoir dépister, interrogatoire, une stratégie diagnostique avec un isolement respiratoire précoce, et on avait dit qu'il fallait multiplier les prélèvements avec bar crachat, fibro, bar crachat.
Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Un bilan de terrain, ce qui fera les points, c'est HIV, bilan hépatique. La quadrille, 6HRZE. Les mesures adjuvantes, le 100%, la DAS, l'isolement respiratoire, l'éducation, le dépistage des TIL, définition et dépistage des TIL, effets secondaires des médicaments. Et attention à anti-TNF et BK. Dans le collège des enseignants de pneumologie, il y a poumon de l'immunodéprimé et pathologie pulmonaire. Et ça loupe pas. Il y a l'immunodéprimé qui reçoit du méthotrexate, l'immunodéprimé qui reçoit des anti-TNF. Et ça part dans tous les sens. Item traité, pneumonie aiguë communautaire, parce qu'on a profité pour glisser un peu de pneumocoque là-dedans et vous rappeler que c'était 7 jours de traitement par la MOX. Et bien évidemment la tuberculose. Donc j'espère que je vous ai bien éclairé les grands rouages. Hein,